La République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Je ne suis pas né pour m'accrocher au pouvoir. L'idée est de ramener la paix. La population attend beaucoup de ce gouvernement. Il faudrait qu'on puisse réécrire l'histoire de notre pays. Je vous demande à tous d'oublier les querelles tribales qui nous épuisent. Le monde doit savoir que pour nous, Congolais, la République démocratique du Congo est notre seul et unique bien le plus précieux au monde. Nous avons donc l'obligation de la chérir, de la porter chèrement dans nos cœurs et de tout faire, tout donner pour son salut. Il ne faut pas seulement se limiter à dire ça, il faut dire aussi que tous les faits et tous les événements qui prennent corps dans ce pays le plus aimé de son peuple doivent bénéficier de l'attention directement de nous Congolais, raison pour laquelle tout ce qui ronge notre République depuis des années, je dirais même des siècles, nous dérange au plus haut point. Et nous avons sélectionné comme ça quelques sujets importants autour desquels nous allons échanger sur ce plateau avec notre invité dans le cadre de notre émission Enjeux de l'heure. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Enjeux de l'heure. Nous recevons Juldi Foutila. C'est un jeune Congolais, un monsieur qui œuvre sur la scène, un acteur politique, allais-je dire. Il est secrétaire général adjoint d'une structure dont il parlera lui-même davantage, qui s'appelle ADIC. Il est secrétaire général adjoint en charge des questions juridiques et stratégiques de l'ADIC. Avec lui, nous allons parler des conflits qui caractérisent la vie en République démocratique du Congo depuis plusieurs décennies, je voulais dire, des conflits armés, des pertes en vies humaines massives, des pleurs, des grincements des dents, des douleurs enregistrées en RDC matin, midi, soir. Qu'en pensent les appareils judiciaires ici au pays, tout comme sur le plan international? Et qu'en pensent les juristes congolais? Quelles sont les propositions qu'ils ont à faire pour que la situation de demain soit bien différente, je dirais même améliorée, que celle d'aujourd'hui? Ensemble avec vous, nous recevons notre invité. Et c'est comme ça que nous allons commencer notre réflexion de ce soir. Bonjour et bienvenue, Juldi Foutila. Bonjour, M. Benz, merci. Je l'ai dit en annonce que vous êtes secrétaire général de l'ADIC. Voulez-vous nous parler de l'ADIC? Oui, nous sommes secrétaire général de l'ADIC, secrétaire général adjoint de l'ADIC, qui est Action pour le développement intégral du Congo. C'est une structure qui est constitué par des jeunes Congolais qui œuvrent pour le développement intégral de l'homme. On avait compris que depuis un certain temps, la plupart de ceux qui créent des structures pour accompagner l'action sociale dans nos communautés le font, dans la plupart des cas, pour des besoins d'intérêt personnel. Mais la difficulté est que on évolue dans une société où la plupart des gens sont analphabètes et il y a une nette différence entre ceux qui ont la bonne information et ceux qui n'ont pas accès à la bonne information. Et nous, pour le compte de l'action pour le développement intégral du Congo, on a voulu nous former pour avoir les informations nécessaires afin de la porter à l'homme de la cité. Très bien. ADIC existe depuis combien de temps et quelles sont les actions visibles déjà menées qui affirment que vous êtes vraiment actif? ADIC existe déjà depuis une année. On avait organisé une activité au mois de février, si je n'ai pas oublié, au quartier vers Ngiringiri, au quartier, je crois, Petit Petit, où on était parti pour parler des habitants de ce quartier de problèmes le problème dont ils sont en train de faire face, le problème auquel ils font face, notamment le problème d'accès à l'eau potable qui est un droit garanti par la Constitution congolaise et quelles actions ils devraient mener pour pouvoir avoir accès à l'eau potable. Très bien, c'est une structure appartenant à la société civile. Vous êtes dans quel domaine d'activité? Dans quel secteur, allais-je dire, la politique, le social?
l'éducation, l'humanitaire ou encore? Nous sommes beaucoup plus dans le secteur social, plus précisément dans le domaine de l'éducation. On ne vous a pas encore invité pour être adhérent dans une formation politique, parce que ces derniers temps, c'est ça le, c'est ça le rythme. Hein? Bon, nous évoluons au sein... Ouais. Nous évoluons au sein du parti Rassemblement des démocrates pour la rupture et le renouveau, du professeur Augustin Mampoya Kanouka Chiabo. Quelles sont les valeurs que vous avez trouvées dans ce regroupement et pour lequel vous comptez emballer tous les membres de l'association pour accepter cette adhésion? Nous menons un combat pour la refondation de l'État congolais parce qu'il faudrait un changement systémique pour permettre à cet État de pouvoir avoir un élan nouveau. Très bien. Quand on est dans les médias, tout le monde a tendance à faire croire à ceux qui le suivent, pour le cas échéant, je dirais tout le monde a tendance à faire croire au peuple congolais que sa structure, son idéologie s'avère être la meilleure que celle des autres. Ma question est celle de savoir quels sont les éléments de démarcation entre ADIC et les autres associations qu'on retrouve sur l'étendue de la République. Ce qui est sûr, ADIC à elle seule ne pourra pas apporter une action beaucoup plus significative pour le développement du Congo. Il est vrai, les associations qui évoluent pour le vrai développement du Congo doivent fonctionner de manière consociative, de manière à ce qu'ils s'unissent ensemble pour pouvoir orienter leur action pour le développement de ces pays. Une question dont la réponse pourrait aussi intéresser le grand public qui nous suit. Là, je voulais qu'on parle de votre personne, donc de la personne de Juldi Mfutila. Parlez un peu de vous, les études faites, votre carrière, c'est dans quoi vous êtes, et voilà. Juldi Mfutila, c'est un jeune juriste congolais de l'université de Kinshasa, chercheur indépendant dans le domaine du droit des technologies de l'information et de communication, auteur d'un article inédit sur les cyberharcèlements. Nous avons évolué en tant qu'observateur pour le compte de la commission diocésaine Justice et Paix de l'Église catholique, où nous sommes secrétaires diocésain de la ville-province de Kinshasa dans la commission diocésaine Justice et Paix. Waouh, félicitations, c'est quand même grand, surtout pour un monsieur pas très âgé comme vous. Alors, au début, nous avions dit que vous êtes un acteur politique. Nos questions vont plus se reposer sous l'angle politique, parce que là, nous parlons de la République démocratique du Congo, mais nous serons plus encore dans le domaine du droit, parce que vous êtes juriste. Mais avant d'introduire toutes les grandes questions, pouvez-vous nous dire, Juldi Mfutila, la santé de la République démocratique du Congo actuellement, selon vous? Bon, je dirais que la situation dans l'ensemble a un peu régressé, parce qu'il y a pas mal de choses qui n'évoluent pas, qui stagnent un tout petit peu. Et il faudrait comprendre aussi qu'il y a plusieurs choses qui pèsent dans les pesanteurs, ce qui fait qu'il faudrait voir de quelle manière on peut pouvoir sortir de cette impasse. On vit dans un état où il y a beaucoup d'incertitudes. Une personne qui sort d'un matin, il rentre, il ne sait pas s'il va trouver de l'eau pour ne serait-ce que se laver le soir. Il y a des gens qui vivent dans des quartiers en plein centre-ville de Kinshasa où il n'y a pas accès à l'électricité. Et il y a des gens qui étudient dans des conditions parfois difficiles. Ce qui fait que toutes ces choses-là ne permettent pas à ce que nous puissions avoir des conditions nécessaires, d'une vie paisible. Et les acteurs politiques qui sont détenteurs du pouvoir actuellement, ils doivent œuvrer dans le sens où de permettre à des gens pour qui ils viendront plus tard demander ne serait-ce que le voix pour se faire élire, de travailler pour eux, mais aussi pour leur bien-être. Petit à petit, en RDC, chez nous, les populations commencent à se méfier aux juristes parce qu'elles pensent que ce sont des juristes qui ne savent pas mener à bien le vrai débat
car chaque société est organisée, structurée grâce à ses lois, à ses règles établies, mais c'est comme si les juristes deviennent beaucoup plus commerçants au lieu d'aider la population à tailler, à interpréter et à discuter sur des lois qui peuvent pousser les gestionnaires du pays à respecter leurs engagements vis-à-vis de la population. Qu'en pensez-vous? Bon, là, c'est ce que dit le citoyen lambda au sein de notre société, à la cité. Mais l'homme juriste, sur ce genre de questions, il a toujours tendance à le répondre avec beaucoup plus de prudence. Parce qu'il est vrai, lorsqu'on est à la cité, lorsqu'on n'a pas des prérequis en droit, on peut penser que les textes ne sont pas appliqués comme on le souhaite. La vérité de la justice ou de l'action judiciaire de l'homme de la cité n'est pas la vérité judiciaire au niveau des instances judiciaires. C'est très différent. Alors, dans l'Est du pays, par exemple, nous savons que ça fait plus de 25 ans que les têtes tombent, les frères et sœurs congolais de ce coin périssent matin, midi, soir. Que pensent les juristes que vous êtes sur ces actions qui, visiblement, ne sont pas aussi très bien suivies par la justice congolaise? Dans un premier temps, il faut commencer par établir les responsabilités. Selon qu'il s'agit des responsabilités d'un État étranger ou selon qu'il s'agit des citoyens congolais ou des citoyens étrangers. Pour ce qui est de citoyens des États étrangers, cette question a été réglée par le droit international, où le droit international a établi des comportements problématiques à l'égard des États qu'on appelle les faits internationalement illicites. Pour les faits internationalement illicites, par définition simple, ce sont des actions ou omissions imputables à un État lorsqu'elle viole une obligation internationale. Et l'État international engage sa responsabilité. Et si la RDC estime qu'un État étranger a violé une obligation internationale lui portant atteinte, c'est à la RDC de pouvoir saisir les instances judiciaires internationales pour se faire entendre raison, pour être rétabli dans ses droits. Mais pour ce qui est de citoyens congolais, ces questions sont d'abord régies par le droit interne congolais. Pour les infractions prévues par nos différents textes pénaux, mais aussi pour certains textes internationaux, notamment les statuts de Rome, qui établit des comportements qui relèvent de la compétence des juridictions internationales, notamment la Cour pénale internationale. Et le statut de Rome a établi 4 faits infractionnels, notamment les crimes de génocide, les crimes d'agression, les crimes de guerre, mais aussi les crimes contre l'humanité. Et qu'est-ce que la loi prévoit à l'égard des récidivistes? Bon, les récidivistes, là, vous parlez en tant que journaliste, parce que dans les langages judiciaires, on parle des auteurs des délits continus. Ok, c'est bien. Parce qu'un récidiviste est celui qui avait déjà fait objet d'une condamnation ancienne d'un fait infractionnel. Lorsqu'il est encore amené de nouveau devant le même juge, il sera considéré comme un récidiviste. Mais pour celui qui n'avait pas encore fait objet de poursuites, il ne sera pas considéré comme un récidiviste. Il est dans une activité criminelle permanente. Tout à l'heure, vous aviez dit que la responsabilité de saisir les instances internationales pour accuser ceux qui troublent la paix, l'harmonie, la concorde sur un territoire, parlant pour le cas échéant de la RDC, revient à la RDC elle-même. Et aujourd'hui, nous constatons une sorte de, comment je dirais, de laxisme de la part de la République démocratique du Congo. Selon vous, pourquoi la RDC accepte-t-elle d'endosser au lieu de jouer aussi à l'offensive, notamment en saisissant ces instances pour accuser ceux qui les menacent? Bon, d'abord, une chose est sûre, les rétablissements de la paix
de la RDC n'est de la compétence que de la RDC. J'aimerais que nous puissions les souligner parce qu'il est vrai, il faut une politique publique en matière de sécurité qui prévoit, qui anticipe même le comportement de ceux qui voudraient violer nos différents textes pour les maintiens de la paix. Et lorsque la RDC a tous les éléments qui lui permettent de pouvoir poursuivre ces individus-là, il peut les attraire devant nos juridictions nationales, soit les juridictions internationales. Mais le travail à faire, c'est que nous puissions avoir une politique publique en matière sécuritaire, avec des moyens conséquents, des moyens matériels, personnels, avec des personnels qualifiés, pour pouvoir nous aider à en finir avec cette guerre qui cause des plus graves atrocités à l'est du pays où on est en train de perdre des frères. Sous le régime passé, le président Joseph Kabila, sur la tribune des Nations Unies, avait décrié le comportement et des étrangers qui fournissent armes et personnel aux mouvements rebelles qui menacent la paix sur notre territoire. Sous le régime actuel, le président Félix Tshisekedi a fait la même chose. Mais pensez-vous que ces organes ou ces structures judiciaires internationales sont en train de prendre ces cris d'alarme au sérieux? Je dirais non, parce que déjà, nous sommes soumis à un régime, je peux dire, de semi-autorisation pour pouvoir nous procurer des armes pouvant nous aider à combattre les rebelles ou les terroristes à l'est du pays. Par contre, on voit la mobilisation de la communauté internationale en ce qui concerne la situation d'agression du peuple ukrainien. Comment deux poids, deux mesures pour deux peuples qui vivent presque la même situation. La communauté internationale devrait être sincère dans sa façon de faire, nous permettre à ce que nous puissions avoir tous les éléments nécessaires pouvant nous permettre de défendre les territoires nationaux. Et il est vrai, nous devons vraiment militer. Le régime actuel du président Tshisekedi doit militer pour qu'on puisse lever ces régimes de semi-autorisation ou d'autorisation pour pouvoir nous procurer des armes. Mais aussi, le pouvoir actuel doit travailler pour une politique publique sérieuse qui nous permettra d'avoir, en commençant du recrutement des personnes qui iront défendre les intérêts de la nation, mais aussi à leur traitement. Parce que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un que vous entretenez mal de pouvoir vous défendre. Tout commence par le recrutement, les traitements des personnes qui iront défendre cet État, mais aussi de la politique que l'État met en place pour sortir vainqueur de ces atrocités qui sont commises à l'est du pays. Un autre handicap ne serait-il pas aussi ce qu'on nous apprend depuis des lustres que le Congo serait sous embargo pour l'achat des armes? C'est ce que j'ai dit tantôt ici. Nous étions dans un régime d'embargo, mais depuis un certain temps, nous sommes régis à un régime de d'une semi-autorisation, disons. Pour nous procurer des armes, on doit informer, je crois le Conseil ici, je n'ai pas oublié, le Conseil de sécurité des Nations Unies, que nous avons besoin de tel type d'armes pour telle finalité. Ce qui n'est pas le cas pour d'autres États qui sont dans les mêmes situations que nous. L'Union européenne a fourni l'Ukraine en armes, mais aussi en moyens, plus de milliards, pour pouvoir combattre le peuple russe. Aujourd'hui, plusieurs voix s'élèvent pour dire que c'est le Rwanda qui est en train d'agresser la RDC en connivence avec le M23. Si la communauté internationale était quand même sérieuse, il pouvait nous apporter de l'aide militaire, mais aussi financière, qui nous aidera de pouvoir faire face à toutes ces réalités. Mais aussi à la RDC à elle seule de se créer ses propres moyens pour pouvoir faire face à ces phénomènes ou cette réalité qui gangrène l'Est de la RDC depuis plus de 25 ans. Il y a très peu, nous avons tous suivi la déclaration d'Antonio Guterres et selon lui, le M23 serait suffisamment outillé, mieux que l'armée régulière congolaise. Et cela étant, la RDC
doit être soumis ou serait dans l'obligation de pouvoir négocier avec ses voisins et ses mouvements rebelles au lieu d'activer par exemple l'option de la guerre. Qu'en pensez-vous? Otto von Bismarck a dit un jour, la démocratie sans les armes, c'est comme la musique sans les instruments. Il faudrait que nous puissions nous regarder en face et dire que la RDC a besoin à la fois, je dirais en extrémisme, de déclarer la guerre au Rwanda, mais aussi d'entamer des discussions au même moment pour pouvoir obtenir la paix à l'est du pays. Tant qu'on procédera à des négociations, nous n'aboutirons pas à une paix paisible. Nous devons mettre les pays dont nous nous estimons être nos agresseurs en difficulté parce que lorsque nous allons leur déclarer la guerre, il y aura une pression en interne de l'opposition de ces pays-là qui vont commencer à demander que nous puissions trouver des accords pouvant mettre les deux États en situation de paix. Tant que cela ne pourra pas arriver, on pourra beau faire des discours, beau faire des négociations, mais ces États-là se sentiront toujours comme supérieurs à nous. C'est parce que nous n'avons pas encore essayé de leur titiller dans leur orgueil pour pouvoir leur remettre sur le droit chemin. Dans tout ce qui se passe dans ce pays, on ne doit pas oublier qu'il y a la présence de l'armée des armées, qu'on appelle l'armée de l'ONU, donc la MONUSCO. Le comportement de la MONUSCO laisse à désirer, ça tous, nous le savons fort bien. Alors la question est celle de savoir, qu'est-ce qui fait que le départ de la MONUSCO doit toujours être problématique? Est-ce qu'un peuple n'a pas le droit de décider aujourd'hui de se séparer d'une force qui est venue en sa rescousse et que le lendemain, par exemple, cette force plie bagage? La mission des Nations Unies pour la paix au Congo, la paix que nous n'avons pas aujourd'hui, doit comprendre qu'il a connu un échec. Et toute organisation sérieuse, lorsqu'elle connaît un échec pour une mission quelconque, elle se rétracte. Pourquoi le départ de la MONUSCO poserait un problème? La MONUSCO, c'est le contingent le plus cher de l'Afrique. Et nous devons comprendre que le départ de la MONUSCO ne peut pas constituer un problème pour nous. Et nous devons faire un effort que nous puissions nous en finir avec cette MONUSCO parce qu'il se comporte en une force tampon. C'est-à-dire, elle est au milieu entre les forces régulières et les forces irrégulières, les forces rebelles. Ce qui n'est pas le cas, car il devrait soit accompagner l'action des forces régulières pour mettre hors état de nuire ces rebelles, soit il devrait nous fournir en renseignements, en matériel, pour nous aider nous-mêmes à mettre hors état de nuire ces rebelles. Très bien. Alors, Jules Foutila, lorsque vous observez cette situation d'insécurité dans l'est du pays, lorsque vous observez aussi les efforts conjugués par le gouvernement congolais pour mettre fin à cette situation, s'il faudrait prodiguer un conseil aux dirigeants congolais par rapport à cette situation de l'insécurité, que diriez-vous, par exemple, au chef du gouvernement ou au président de la République? Un conseil à prodiguer, une observation à faire, adressée aux dirigeants du pays par rapport à ces conflits armés qui fait manquer la paix à la partie est de la RDC. D'abord de croire en nos forces, régulières, le FARDC, mais aussi nos services de renseignement et consorts, et de disponibiliser les moyens conséquents pour pouvoir aider cette armée, c'est-à-dire garantir les salaires à tous ces gens-là qui se sacrifient, qui ne dorment pas la nuit pendant que les bureaucrates dorment, mettre de moyens pour permettre à ceux-là de pouvoir, lorsqu'ils sont au front, de se battre corps et âme tout en ayant un esprit tranquille. Vous savez, lorsqu'un militaire est au front, il se bat pendant qu'il se pose des questions, comment ses enfants vont pouvoir manger
ça fait très mal. Très mal. Très mal, et c'est à l'État congolais d'assurer à nos militaires, à nos policiers, les moyens conséquents pour pouvoir se sacrifier pour l'État congolais. Très bien. Au début, je disais que la population devient de plus en plus méfiante à l'égard des juristes que vous êtes, parce qu'elle pense que vous ne jouez pas totalement le vrai rôle que vous devriez jouer, c'est-à-dire d'aider l'État congolais à mieux légiférer, à mieux trouver des raisons ou des situations pour la création des lois identiques aux problèmes que nous avons. Alors, je prends par exemple le phénomène Kuluna. C'est un phénomène de viol ou de banditisme urbain. On a vu aujourd'hui à Kinshasa que certains jeunes se servent même des machettes pour décapiter leurs compagnons, leurs voisins, ou tout celui qui se retrouverait devant les embuscades. Mais à chaque fois qu'on arrête ce Kuluna, le lendemain, il est libre. Et j'ai le langage des OPJ qui n'ont eu de cesse de dire le phénomène Kuluna n'a jamais été une infraction. Qu'attendez-vous en tant que juriste pour intégrer cela dans l'arsenal pénal congolais? D'abord, pour la petite histoire, les phénomènes Kuluna ne datent pas d'hier et ne datent pas d'aujourd'hui, mais plutôt d'hier. Il faut noter que le phénomène Kuluna a débuté comme des brigades d'autodéfense des quartiers. Très bien. Les jeunes d'un quartier X s'organisent pour protéger l'intégrité de leur quartier contre les abus des jeunes d'un quartier Y. C'est comme ça que le jeune s'est constitué en deux groupes d'autodéfense contre les abus des jeunes d'un quartier quelconque. C'est le non-encadrement de ces brigades d'autodéfense qui s'est transformé en des associations de malfaiteurs. Il faut noter que le Kuluna en soi n'est pas une infraction. Mais l'activité criminelle de Kuluna cache en son sein plusieurs infractions, notamment le vol, l'extorsion, les coups et blessures, les meurtres, assassinats et tout consort. Il y a plusieurs infractions que commettent les personnes qualifiées de Kuluna. Le grand problème commence au niveau des officiers de police. Du mal à qualifier les actes des auteurs des actes de Kuluna. Et lorsqu'on qualifie mal un fait infractionnel et qu'on apporte ça devant un magistrat du parquet, lorsqu'il va essayer de confronter la qualification au fait tel qu'est présenté, il va trouver qu'il n'y avait pas infraction. Il faut commencer d'abord par la formation des OPJ, mais aussi à mettre des mécanismes pour contrôler les phénomènes, les phénomènes Kuluna, par une politique de sécurité locale. Je dirais ceci, tout récemment, depuis qu'il y a eu un autre phénomène à côté qu'on appelle le maître volontaire, dans certains quartiers, ils avaient retrouvé la paix. Parce que le maître volontaire venait suppléer l'action de la police nationale congolaise. Surtout que numériquement, oui, on regrette de constater qu'on n'a pas assez d'éléments de la police pour sécuriser cette émergence de l'ordre démographique, surtout dans la ville-province de Kinshasa. C'est ce que nous sommes en train de dire. Il faut permettre à des entités locales de pouvoir ne serait-ce que travailler avec les jeunes qui se constituent en des brigades qu'on appelle le maître volontaire, travailler ensemble, pas de façon autonome, mais organiser ça comme en une structure communautaire pour pouvoir faire face à ces phénomènes. Parce que ce sont beaucoup plus les jeunes qui évoluent dans des quartiers qu'on appelle les maîtres volontaires, qui connaissent en réalité où habite telle personne, et on peut, avec les services et renseignements, anticiper même les actions de ce Kuluna.
Mais aussi l'État doit être en capacité de pouvoir connaître les meneurs. Pourquoi ne pas les arrêter, les entendre? Parce que toute action de l'État ne vise pas seulement l'inculpation des auteurs de ces atrocités. Il faut aussi que l'État sache pourquoi ces gens-là posent ces genres d'actes. Le Kouloune est un phénomène social. Pensez-vous que si on occupe ces Koulounes-là, je donne un exemple, ce qui est en train d'être fait à Kanyamaka CC. On crée, je donne un exemple, on crée une entreprise publique, peut-être dans des quartiers où il y a une forte présence de Koulouna. On engage tous ces Koulouna, on les occupe par des travaux durs de plus de 8 heures du temps. Pensez-vous qu'ils auront le temps d'aller encore faire le Koulouna? Si vous tombez sur une personne qui pense à ses blessures, à ses atrocités du passé, il dit, une façon de me venger, je ferai du mal à qui que ce soit que je croiserai devant moi, même au sein de cette même entreprise, il donnera la mort. La justice privée est interdite par la loi, car c'est à la justice institutionnelle de pouvoir rétablir tout individu qui s'estime être victime d'une violation d'un droit fondamental, d'être rétabli dans ses droits, disons. Il y a quelque temps, dans certains quartiers ici à Kinshasa, la population commençait à s'ériger en organe judiciaire. Il rendait justice elle-même parce qu'elle se dit, si nous arrêtons un Koulouna, nous le présentons devant l'officier de police judiciaire. 2 jours après, on retrouve le même Koulouna se balader et devenir un peu plus dangereux qu'il était avant. Alors cette fois-ci, si on l'attrape, on finalise avec lui, c'est-à-dire on lui donne aussi la mort et tout ça. Quel conseil à prodiguer à des communautés qui réfléchissent de cette manière? Il faut noter qu'un notaire a dit dans un désordre, il y a un ordre qui est établi. Là, ce ne sont pas tous les policiers qui sont ainsi, mais on voit que notre police est en train d'évoluer de façon désordonnée. Leurs actions ne sont pas encadrées et bien orientées. Ce qui fait que cela a créé une sorte de méfiance à l'égard de la population congolaise. Comment expliquer qu'on arrête quelqu'un pour des faits établis, mais qui est libéré par la suite? Pour la population, c'est peut-être inexplicable. Non, mais moi j'ai déjà surpris un agent de police en train de déclarer « Il a quoi ?» Nous, on aime arrêter les gens que la famille peut suivre, que la femme peut suivre après avec une enveloppe comme ça, en faisant payer les amendes transactionnelles. On s'y nourrit bien, mais un Koulouna, il a quoi? On l'arrête et bon, il faut le dégager. C'est ce que nous sommes en train de dire. Plusieurs mots ont fait naître de la méfiance à l'égard de la population. Très bien. Ce qui nous revient à ce que j'étais en train de dire en amont ici, que c'est à l'État de mettre une politique sérieuse pour pouvoir garantir la paix à tous les citoyens congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ce n'est pas normal de voir en plein centre-ville comme ça une forte présence des jeunes qui font la loi, pendant que les organes publics sont de côté. Posons-nous la question, quel est le travail des services de renseignement au niveau de nos maisons communales? C'est à eux de pouvoir anticiper certains comportements problématiques au sein de notre société. Ils doivent savoir que tel jeune est dans des activités criminelles, il habite dans tel quartier. Je donne un exemple. Dans la commune de Mongafula, précisément dans le quartier Mazamba, Masangambila, il y a une sorte de recrudescence de la criminalité. Chaque nuit, les habitants de ce coin de la République vivent difficilement parce qu'il y a des braquages à main armée. Les habitants de cette commune ont même initié des actions
devant la maison communale pour pouvoir réclamer à l'autorité publique de lui garantir la paix, de mener des actions pouvant lui permettre d'avoir des nuits paisibles. Ils ont même écrit au niveau de l'inspectorat provincial de la police pour dénoncer cela. Mais qu'est-ce qui est fait? À un moment où ils avaient vu une forte présence des policiers qui faisaient les patrouilles la nuit, mais on apprend que ces policiers-là, ils opèrent conjointement avec les polices militaires, ils commencent à extorquer les gens. Même les simples citoyens comme ça, qui circulent dans les quartiers, on les arrache parfois les téléphones. Comment voulez-vous que la population ait confiance en ces gens-là qui sont appelés pour venir sécuriser leur quartier, mais ils commencent encore à créer d'autres situations de problème? Très bien. Ce n'est pas normal. C'est à l'État de pouvoir y remédier. Très bien. Un autre phénomène condamnable qu'on le retrouve en pleine croissance en République démocratique du Congo, c'est la cybercriminalité. Tout à l'heure, vous aviez dit que vous êtes un cybercriminologue, c'est ça? Non. Vous avez travaillé sur un sujet... Nous sommes un chercheur indépendant dans le domaine du droit des technologies de l'information et des communications. Très bien, merci. Que pensez-vous de la cybercriminalité en RDC? La cybercriminalité, simplement, il faut comprendre que ce sont des actes ou de comportements problématiques opérés dans les cyberespaces par des moyens des technologies de l'information et des communications. Tout simple. Très bien. La question, la vraie, est celle de savoir si les juges pénals en maîtrisent les enjeux. D'abord, en RDC. Il faut noter que certains comportements de la cybercriminalité ne sont pas pris en charge par le droit congolais. Le droit congolais de la cybercriminalité est encore à l'étape de sa construction. Elle n'est pas construite. Donc les juristes nous retardent. Ce ne sont pas que les juristes. Les faits précèdent le droit. On est en train de vivre... Les faits sont là, mais c'est la construction juridique qui est en train de se faire. Depuis le 20 novembre 2020, non, le 25 novembre 2020, nous avons une loi sur les télécommunications et les technologies de l'information et de communication qui prend en charge certains comportements criminels du cyberespace, qui régit un peu ou qui règle les questions liées à la cybercriminalité, dans un premier temps. Mais il y a un député national qui avait initié une proposition de loi qui porte sur le code du numérique. Actuellement, ce code fait objet d'un toilettage au niveau du ministère du numérique. Bientôt là, il rentrera au niveau du Parlement pour pouvoir être adopté et qu'on puisse avoir bien évidemment la norme qui légifère ce secteur. Très bien. Maître Juldi Foutila, le phénomène sextep, peut-on dire que cela fait aussi partie de la cybercriminalité? Non. Le phénomène sextep en soi n'est pas une infraction. Il n'est pas, faudrait que les gens le sachent aujourd'hui, il n'est pas interdit à un individu d'envoyer des vidéos ou ses photos dénudées à une personne lambda ou un voyeuriste. Ce qui est interdit de par la loi, c'est de mettre à la disposition du public ces contenus d'une personne dénudée. Et c'est l'auteur de la mise à la disposition du public qui commet une infraction qui est prise en charge par le code pénal congolais, l'infraction d'outrage public aux bonnes mœurs. Mais sous d'autres cieux, dans la dimension de la protection de la vie privée, les victimes, bon, je ne peux pas parler encore de victimes, mais ceux qui se voient sans leur consentement publier leur contenu, leurs photos ou vidéos dénudées, comme sous d'autres cieux en France, on appelle ces comportements le
ce comportement est appelé le revenge porno, ou la revanche pornographique. C'est-à-dire, vous étiez dans une relation amoureuse avec une personne X auprès de qui vous avez envoyé de vidéos de vous, des contenus à caractère sexuel, mais après la rupture de cette relation, il les met à la disposition du public. Cette personne, sous d'autres cieux, commettrait l'infraction de revenge porn. Alors ici en RDC, dans quel contexte vous placez ce phénomène sextape-là qui émerge, hein? Tous les jours, quand vous êtes porteur, quand vous visitez un téléphone portable, ce qui revient à tout bout de champ, en tout cas, ce sont des nudités, des gens publiés, très souvent si ça a l'air consentement, mais on ne sent vraiment pas l'intervention de l'État congolais ou de l'appareil judiciaire congolais avec des sanctions exemplaires qui pouvaient réellement pousser les Congolais à arrêter ce genre de comportement. C'est comme si les champs est très ouvert à chacun de faire ce qu'il veut. Il est vrai, l'Internet a été créé pour échapper au contrôle du pouvoir public. Et un principe en droit dit pas de peine lorsqu'il n'y a pas d'infraction prévue de par la loi. C'est l'un des plus grands principes en matière pénale qu'on appelle le principe de la légalité des délits et des peines. Pour qu'on puisse réprimer un comportement criminel, ce comportement doit être prévu par la loi. Tant que la loi n'a pas prévu un comportement en une infraction, ces comportements, si fâcheux soient-ils, ne constituent pas une infraction. Donc, vous pouvez être là, on est en train de vivre une situation qui nous pose un problème. Ça reste un problème au niveau de nos mœurs et au niveau social. Mais cela ne constitue pas encore une infraction. C'est au législateur de pouvoir légiférer sur ces comportements pour en établir un comportement infractionnel. Mais il faut noter que tous les comportements problématiques, notamment les publications des sextapes, ce sont des comportements qu'on appelle le cyberharcèlement. Ce sont des formes de harcèlement sur les cyberespaces. Le cyberharcèlement qui peut être défini comme un comportement ou un acte agressif perpétré dans les cyberespaces ou hors cyberespace avec le moyen des technologies de l'information et de communication, soit comme moyen de commission de l'infraction, soit comme support de diffusion de l'infraction, et dans les buts d'humilier, intimider, choquer, stimuler les désirs sexuels d'une personne. Très bien. Ne serait-ce que pour la compréhension ou la bonne compréhension du citoyen lambda qui nous suit, puisque tout à l'heure vous aviez dit un acte peut être posé, quoique dérangeant, perturbant, mais il ne peut pas, il peut tout comme ne pas constituer une infraction. Pouvez-vous aider les Congolais qui nous suivent à définir l'infraction? Quand est-ce qu'un acte est réputé infractionnel? L'infraction, dans un langage simple, c'est toute violation de la loi pénale. Toute violation de comportement établi en infraction par une norme pénale. Donc, tant qu'un comportement n'est pas pris en charge par le texte pénal, ce comportement-là n'est pas constitutif d'une infraction. Ces textes pénaux-là ne sont pas aussi vulgarisés, ils ne sont pas mis à la disposition de tous. Mais pourquoi? Ça, c'est pour la meilleure compréhension de ceux qui nous suivent. Pourquoi, lorsque quelqu'un qui ignore une disposition de loi commet un acte qui est réputé infractionnel, il doit quand même être réprimandé? Bon, on ne peut pas imputer à une personne un comportement infractionnel parce qu'il est ignorant d'une norme. C'est à l'État, mais aussi les organisations de société civile, d'accompagner l'action de l'État pour la vulgarisation d'un texte. Ok. Très bien. Alors,
Un autre phénomène qui fragilise l'action, surtout du gouvernement congolais, vis-à-vis de certains détracteurs, parlant même des Koulouna, des bandits à main armée, etc., c'est ce phénomène qu'on appelle le droit de l'homme. Sous Kabila, nous savons, il y a une opération, ça doit être l'ICOFI, au travers de laquelle l'ancien commissaire divisionnaire de la police avait traqué les Koulouna et leur forcer, soit des travaux forcés comme vous aviez évoqué, soit vraiment de peines exemplaires afin de les décourager, de pouvoir continuer à s'activer en ce sens. Et peu après, c'est le droit de l'homme qui vient. Les organisations de droits de l'homme au niveau international disent « vous êtes en train de violer les droits et libertés des individus et tout ça ». Alors, ma question est celle de savoir, ce phénomène, je sais pourquoi je l'appelle phénomène, droit de l'homme, ne constitue-t-il pas une situation atténuante des sanctions pénales internes? Non. Il faut noter que les organisations de la société civile dans le domaine des droits de l'homme sont là pour accompagner l'action de l'État dans la protection de droits fondamentaux, de droits fondamentaux de l'homme. Parce qu'il est vrai, il y a plusieurs jurisprudences, plusieurs États avaient fait objet plusieurs États étaient auteurs de différentes violations de droits inhérentes à la personne. Et il faut noter que l'action de l'autorité publique, c'est de pouvoir mettre hors état de nuire tous les auteurs des actes infractionnels, notamment le Koulouna. Il est vrai, vous avez dit quelque chose de très important. Il y avait une opération appelée opération Likofi où on avait mis hors état de nuire toutes les personnes qualifiées de Koulouna. Mais il y avait eu un usage excessif de la force publique. On pouvait même exécuter ces gens-là, mais dans un cadre purement légal. C'est-à-dire, on arrête le Koulouna, on procède à des enquêtes, on a des preuves, on les défère devant l'autorité judiciaire, on le sanctionne par une peine qui peut être une peine de mort ou soit la peine pénale la plus forte. Pour ce qui est d'une peine de mort, on exécute même cette peine-là jusqu'à la fin. C'est à l'État de pouvoir garantir la paix à nous tous. C'est à l'État de garantir le droit à tous les individus, y compris le Koulouna. Même le droit d'un Koulouna est garanti dans ces pays. Le Koulouna a le droit de se défendre. C'est à l'État de permettre à ceux-là de pouvoir se défendre. Vous savez, nous avons assisté à pas mal d'audiences de certaines personnes dont les actes n'étaient pas justifiables, mais qui les justifient en disant que lui, il fait le Koulouna pour pouvoir gagner quelque chose à manger. Donc pour lui, un Koulouna, c'est un travail. Si vous lui permettez de trouver un travail, il ne pourra pas peut-être faire le Koulouna. Nous ne justifions pas ces actes-là, mais nous disons que c'est à l'État de pouvoir garantir à tout le monde le droit. Les organisations de la société civile doivent, la population doit comprendre que de la même manière que les organisations de la société civile, des organisations de droits de l'homme ont crié haut et fort pour la protection des droits de ces individus, de la même manière qu'un jour on peut se retrouver dans une situation où on est victime d'une violation d'un droit, si les mêmes organisations défendront nos droits. Ok, très bien. Sachant que j'allais recevoir un juriste, parce que je l'avais publié, j'ai reçu la préoccupation d'un Congolais qui m'a dit poser cette question à Maître Juldi Foutila. L'inégalité d'octroi des libertés provisoires dans notre pays, il veut savoir si c'est une jurisprudence. On assiste à un phénomène maintenant. Tous ceux qui sont arrêtés pour avoir mis la main à la caisse de l'État, pour avoir énervé les lois du pays,
s'ils appartiennent par exemple à une formation politique, au pouvoir, etc., les bons moyens de camouflage deviennent les libertés provisoires. Mais même ces libertés provisoires ne sont pas, je dirais, distribuées équitablement. Passez-moi le terme. Il y a par exemple M. Mbouma, Barnabé Miringa Moué, qui lui a même bénéficié de la grâce présidentielle. Mais il continue à rester dans la prison. Tandis que les gens comme les Willy Bakonga, Vidier Chimanga et consorts, ils quittent la prison au nom de ce qu'on appelle la liberté provisoire. La plupart disparaissent même, ils quittent même le territoire congolais pour se retrouver à l'extérieur et ils ne sont plus jamais poursuivis. Qu'en pensez-vous, Maître Juldi, Monsieur Juldi? Je ne sais pas ce qu'il entend par liberté provisoire et une jurisprudence, parce qu'il a posé la question, celle de savoir si il a une jurisprudence dans le domaine de l'équitabilité de l'octroi des libertés provisoires. Mais je dirais que d'abord, l'article 32 du Code de procédure pénale prévoit le droit d'avoir la liberté provisoire à tout individu qui est déféré devant les organes judiciaires. Tout individu a droit à bénéficier de cette liberté. La Constitution sacralise la personnalité humaine, mais aussi les libertés individuelles dans son article 17, car il est dit « La liberté individuelle est garantie, la détention en est l'exception ». Donc, lorsque vous êtes en situation de détention, c'est une exception à votre liberté individuelle. Mais l'octroi des libertés provisoires s'offre par un dépôt de la caution qu'on dépose au niveau du greffe. C'est les greffiers qui reçoivent la caution. La caution, c'est une sorte de gage. Vous devez garantir à l'autorité publique, moyennant une somme que vous déposez, que vous allez revenir à chaque fois qu'il aura besoin de vous pour une procédure à laquelle vous êtes poursuivi. Vous comprenez? La grande question serait celle-ci. Est-ce que tous ceux qui crient qu'ils n'ont pas accès à ces droits-là de bénéficier de la liberté provisoire ont déposé leur caution ou ont payé leur caution? Une autre question serait celle-ci, de savoir si les poursuivants, c'est-à-dire les ministères publics, ne craignent pas de leur fuite malgré qu'ils vont pouvoir payer la caution. Très bien. Ce sont des questions qu'il faudrait obtenir des réponses au niveau de ceux qui gèrent nos services pénitentiaires, mais aussi aux magistrats de ministère public. Quant à moi, je sais que tout individu a droit de bénéficier de la liberté provisoire conformément à nos lois, moyennant une caution. Très bien. Judy Foutila, nous sommes vraiment à la fin de l'émission. Mais je pense que les Congolais qui nous ont suivis vous disent félicitations parce que vous avez répondu à toutes nos questions en connaisseur du droit et je pense bien que nulle part vous vous êtes trompé. Ce sont des émissions aussi à caractère pédagogique. Peut-être les enfants ou les futurs juristes nous suivent aussi. Ils ont trouvé aussi de la matière. Mais puisque vous êtes aussi un personnage politique, je vais vous faire une petite surprise et c'est par là que nous allons clôturer notre émission. Je vais te citer 3 noms des personnalités politiques auxquelles vous allez vous adresser. Vous direz un mot si c'est un conseil, si c'est une remarque, une recommandation à faire. Tout dépendra de vous et cela sera fait devant la caméra. Judy Foutila, je vous demande en tant que politique de dire un mot en l'endroit de M. Vital Kamerhe. Tout ce que je peux dire à M. Vital Kamerhe, c'est que M. Vital Kamerhe, actuellement, il est considéré comme un grand politicien, sauf qu'on l'acquise de tous bords, de tout, mais sauf que il reste constant dans ce qu'il fait et il
je ne sais pas si je peux dire, il ne recule devant rien. Il a fait face à une poursuite judiciaire dont il a été acquitté. Et c'est quelqu'un qui dégage une force extraordinaire dont beaucoup d'acteurs n'ont pas. Et c'est un homme à féliciter et à encourager surtout. Très bien, merci beaucoup. Là, vous avez réagi par rapport à Vital Kamerhe et maintenant, on vous donne la chance de vous adresser brièvement à M. Christophe Mbosso. Monsieur Christophe Mbosso, c'est de politiciens qui ont évolué pendant longtemps sur la scène politique congolaise, mais actuellement, il est critiqué de par sa manière de gérer l'Assemblée nationale. Et si ce qu'on dit de lui est vrai, c'est à lui de pouvoir améliorer les choses pour améliorer encore beaucoup plus sa réputation. Très bien. La troisième personne, c'est vraiment la grande surprise qu'on vous propose. Vous avez raison de laisser battre votre cœur, mais je sais que vous trouverez des mots pour mieux vous adresser à elle. Vous regardez la caméra. Dites un mot à l'endroit du sénateur à vie Joseph Kabila. Il est vrai, tout ce que je peux dire au sénateur à vie Joseph Kabila, il n'avait pas été compris du combat qu'il était en train de mener. Beaucoup actuellement sont en train de lui donner raison. Beaucoup encore doutent de lui. Mais tout ce que je retiens de lui, son combat de nationaliste, où il a navigué à contre-courant contre la volonté de toute la communauté internationale. On a vu pendant son règne, il a même remercié le représentant de l'Union européenne ici en République démocratique du Congo. Et tout n'a pas été merveilleux avec lui. Il y a eu aussi beaucoup de problèmes. Mais actuellement, il est en train de vivre tranquillement ses après-pouvoirs. Actuellement, il est en train de pouvoir réorganiser sa famille politique pour la reconquête du pouvoir. C'est à lui de réorganiser les choses pour que plus tard, il puisse revenir sous une autre casquette sur la scène politique congolaise, parce que le Congo lui sera toujours redevable pour tout ce qu'il a accompli pour la RDC. Il avait quand même réussi à mettre le Congo sur la bonne voie. Et je finirai en disant ceci: aucun Congolais à lui seul ne pourra développer ces pays. Tout individu qui viendra à la tête du Congo continuera le processus de développement de ces pays. Et si les dirigeants congolais intériorisent ceci, on verra que plusieurs d'entre eux ne couriront pas pour posséder le pouvoir que pour le pouvoir. Très bien, c'était aussi votre mot de la fin. Quant à moi, je dis un grand merci à Sacré Aloubou qui m'a assisté. Merci à King qui est derrière la caméra. Merci à Pams, merci à Wilson, merci à toute la grande équipe de Tosungana Télévision. Merci à l'honorable Junior Nembalemba. Surtout, je dois insister, coup de chapeau à vous, honorable. Nous avons appris l'exploit que vous avez fait juste après le meurtre du jeune Omar, de la commune de Kimbantseke, qui a trouvé la mort grâce à un comportement incontrôlé d'un jeune de la police. En tout cas, vous avez immédiatement saisi l'autorité de la police, l'autorité urbaine, qui a dépêché ses équipes pour pouvoir mettre la main sur cet assaillant. Et juste après, vous êtes personnellement descendu à Kimbantseke, rencontrer la famille éplorée pour remettre votre soutien, pour accorder votre soutien à la famille. Ce sont des actes de ce genre dont ce pays a vraiment besoin. Coup de chapeau à vous, honorable Junior Nembalemba, une fois encore, pour avoir offert aux Kinois et aux Congolais Tosungana Télévision. Merci aussi à ces Kinois et Congolais qui ont fait de cette chaîne le miroir de la République démocratique du Congo. Quant à moi, je vous dis bye bye. Rendez-vous à un prochain numéro des Enjeux de l'heure. Merci. On se revoit plus tard.